Merci beaucoup à vous d'être ici. Tous mes vœux pour 2018 à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer jusqu'ici. Donc nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette première conférence Jean Monnet de l'année 2018 mon collègue Antoine Bayeux, qui est professeur à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, qui est directeur de l'Institut des études européennes de cette université, par ailleurs avocat au barreau de Bruxelles, et que vous connaissez, je pense tous, parce qu'il est l'un des auteurs d'un manuel qui s'intitule Le Pacte constitutionnel européen, tome 1. D'autres tomes vont arriver, en principe, mais ils vont arriver. Il est spécialiste bien sûr donc, de droit de l'Union européenne et particulièrement de droit constitutionnel de l'Union, de théorie générale du droit. Il a beaucoup travaillé dans le cadre de sa thèse de doctorat et puis la thématique finalement ne t'a pas quitté sur l'interaction entre les libertés de circulation et les droits fondamentaux. Et c'est la raison de sa présence aujourd'hui. Au centre de cette interaction figure le citoyen européen. Et je pense que c'est ce qui va être au cœur de ta contribution, d'essayer de voir comment le droit de l'Union européenne, et là j'emploie le mot que tu utilises dans ton article, comment le droit de l'Union européenne dessine cette figure du droit de l'Union européenne, dessin qui est finalement décomposé en plusieurs figures, que tu décomposes en plusieurs figures de ce qu'est, d'après la jurisprudence de l'Union européenne, le bon citoyen. Et donc c'est une manière de réfléchir par ces catégories de bons citoyens, une manière de réfléchir à qui est dédié le régime de libre circulation dans l'Union et par là même d'éclairer ce que tu appelles les présupposés idéologiques de ce régime juridique de libre circulation. Donc je te remercie très très chaleureusement d'être ici aujourd'hui. J'en profite pour remercier Claire Dallaud, qui est doctorante, encore un peu, au CERIC, bientôt je l'espère docteur, et qui a accepté de jouer le rôle de discutante, même si bien sûr je pense que naturellement des questions vont venir de la salle. Voilà, je te laisse immédiatement la parole pour 40 minutes. Pour commencer, mille merci évidemment au professeur Estelle Brosset pour sa très très aimable invitation. Merci au CERIC, merci au Centre d'Excellence Jean Monnet qui est le vôtre. C'est extrêmement agréable d'être invité à Aix-en-Provence, surtout au mois de janvier quand il fait si beau ici et si mauvais de là où je viens. Et je suis évidemment flatté d'intervenir après les intervenants aussi illustres que Antoine Vaucher, Loïc Azoulay et d'autres encore. Et d'ailleurs, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je crois, a un lien certain avec la conférence qui a été donnée par Loïc Azoulay il y a quelques mois sur les formes de vie et le droit de l'Union européenne. En réalité, lorsque Estelle Brosset m'a invité, je lui ai proposé un certain nombre de thématiques sur lesquelles intervenir, et c'est elle qui a choisi la thématique en question parmi une série. Et je crois effectivement parce qu'il y a peut-être un lien, un même type de pensée, un même type d'approche que dans la conférence de Loïc Azoulay, et aussi par ailleurs dans les travaux d'Antoine Vaucher. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une contribution que j'ai déjà présentée dans mon université il y a plus ou moins 2 ans, et qui intervenait, c'est une recherche qui intervenait dans le cadre d'une recherche collective sur la notion de citoyenneté, civisme et civilité, les notions de citoyenneté, civisme et civilité. Et ma modeste pierre à l'édifice de la réflexion collective consistait à me demander dans quelle mesure le régime juridique de la libre circulation des citoyens nous disait quelque chose, ou pouvait nous dire quelque chose de ce que le droit de l'Union européenne attendait du bon citoyen européen. C'est une contribution qui était destinée pas seulement à des juristes mais aussi à des non-juristes, donc je vais essayer de rester relativement clair aussi pour celle qui n'est pas juriste dans la salle. Et par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, normalement l'article devrait paraître tout récemment dans la revue, prochainement, dans la revue politique européenne. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire dans les 40 minutes qui me sont imparties? C'est, dans une optique volontiers et assumée provocatrice, de brosser donc une galerie des portraits de la citoyenneté européenne, telle qu'elle me semble ressortir de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la libre circulation des citoyens. Je distinguerai 6 catégories
Quelles sont-elles? Je vous les présente, je les énumère d'entrée de jeu. Le travailleur, le consommateur, le méritant, le délinquant, le sédentaire et enfin le profiteur. 6 catégories classées par ordre décroissant, tout un programme, une échelle qui va de la catégorie réunissant les individus qui remplissent toutes les conditions pour retirer tout le bénéfice de leur statut de citoyen européen, jusqu'à ceux qui, bien que citoyens européens, bien que nationaux d'un État membre, ne trouvent dans le droit de l'Union aucune arme, aucune ressource à opposer à l'État qui voudrait les expulser ou qui voudrait les exclure de quelque bénéfice que ce soit. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que cette liberté de circulation à géométrie variable nous dit quelque chose des attentes que nourrissent à l'égard des citoyens européens les concepteurs de ce régime juridique, les États membres évidemment d'abord et avant tout, mais aussi la Cour de justice elle-même. Dans la mesure où elle n'est pas offerte sans condition, cette liberté de circulation et de séjour est sous-tendue, me paraît sous-tendue, par une certaine vision du bon citoyen, du citoyen civique, celui auquel le projet européen semble s'adresser en priorité. Alors évidemment, cette hypothèse d'une corrélation entre droit citoyen et vertu civique n'a rien d'évident, puisque ni la Cour de justice, ni le législateur de l'Union n'ont jamais étayé cette hypothèse en disant, mais oui, cette géométrie variable de la libre circulation, du régime juridique de la libre circulation, elle est corrélée à des vertus citoyennes plus ou moins étendues que l'on attend de nos ressortissants. Donc ça c'est un fait, je ne dis pas qu'il y a une intention derrière ce régime juridique d'aller récompenser les bons citoyens et de punir les mauvais, mais il y a en tout cas, ce qui me paraît le plus important ici, c'est que quand bien même ce régime de libre circulation n'aurait pas été conçu dans une telle perspective, dans une perspective contractuelle, qui voudrait que mieux le citoyen honore sa part du contrat social européen, du pacte civique, meilleurs seraient ses droits. Donc quand bien même ce ne serait pas l'intention, il n'en demeure pas moins qu'il risque d'être perçu comme tel, dans la mesure où il y a effectivement une géométrie variable assumée, et il y a certains éléments de langage qui laissent entendre néanmoins une telle corrélation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, deux rapides mises au point, ou mises en garde. La première, c'est évidemment que ces idéotypes sont construits en s'appuyant sur une lecture évidemment subjective, et volontiers, je l'ai dit, provocatrice, de la jurisprudence de la Cour et de la législation européenne. Donc le but, ici, n'est pas de décortiquer de la manière la plus neutre, la plus objective et la plus détaillée possible la jurisprudence. Le but est évidemment d'en offrir un éclairage décalé pour donner à penser, pour faire réfléchir, plutôt que de dévoiler une incontestable vérité. Deuxièmement, deuxième précaution liminaire, mon propos n'est pas de dresser une galerie des portraits exhaustive qui viserait à montrer de manière générale comment l'Union traite ou comment elle conçoit ses citoyens. Ma véritable cible, parmi tous les droits qui sont conférés aux citoyens européens, vous savez bien qu'il n'y a pas que la libre circulation, c'est le régime de la libre circulation dont j'entends mettre au jour les travers, ou en tout cas les tâches aveugles. Donc la typologie citoyenne que je propose ici n'est rien d'autre qu'un révélateur, si vous voulez, un miroir sans doute déformant des angles morts de cette libre circulation et de ses présupposés idéologiques. Voilà pour les précautions liminaires et les propos introductifs. Je rentre maintenant dans le vif du sujet avec, en partant du haut de ma pyramide des figures citoyennes, la catégorie du travailleur, évidemment. Le travailleur, vous le savez, qu'il soit indépendant ou salarié, qu'il relève de la liberté d'établissement ou de la libre circulation des travailleurs au sens strict, est le premier bénéficiaire de la libre circulation. C'est lui qu'avaient à l'esprit les rédacteurs du traité de Rome, lorsqu'ils ont conçu le projet du marché commun, et qu'ils ont créé ces libertés de circulation, qui à l'époque ne sont pas tant des libertés de circulation des personnes que des libertés de circulation des facteurs de production. Et c'est encore lui aujourd'hui qui constitue la figure de référence de cet espace sans frontières. La figure du citoyen accompli, contributeur net aux finances de l'État, c'est à quel point c'est une thématique importante aujourd'hui,
qui loue sa force de travail sur un marché soumis aux règles de la concurrence. Donc c'est le citoyen exemplaire, dont le civisme prend la forme d'une soumission volontaire aux règles du marché, à la logique de compétition inhérente à ce marché, une logique de compétition qui implique une mise en concurrence permanente entre les travailleurs d'une part, mais aussi, on le sait, l'actualité nous en apporte des preuves chaque jour, entre les systèmes sociaux et fiscaux des États dont ils sont issus. Donc le travailleur est le citoyen modèle, pourquoi ? Parce que non seulement il se lance sur le marché, mais en outre, il triomphe, au moins temporairement, de ses rivaux, puisqu'il vit correctement, c'est une exigence jurisprudentielle, correctement de son activité rémunérée. Peu importe par contre, et on voit là toute la limite de ce civisme à l'européenne, peu importe par contre la nature du travail, peu importe que ce travail porte sur des activités d'une moralité qu'on pourrait trouver par ailleurs douteuse, par exemple l'activité de prostituée, pour prendre une thématique jurisprudentielle bien exploitée. Ce citoyen-là bénéficie pleinement de la libre circulation. Il en bénéficie pleinement, de même que les membres de sa famille. Il peut s'expatrier où il le souhaite dans l'Union, et pour une durée qu'il peut librement fixer. Et non seulement il a une liberté de séjour totale, mais en plus, il bénéficie d'une pleine égalité de traitement avec les travailleurs de son état d'accueil, tant sur le plan fiscal que social, moyennant des exceptions très limitées quant à certains emplois. Je ne rentre pas dans le détail. Enfin, cerise sur le gâteau, si je puis dire, ce travailleur bénéficie en outre de l'applicabilité, du bénéfice de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit européen des droits fondamentaux en général. Vous le savez, en tout cas quasiment tous parmi vous, la Charte des droits fondamentaux ne s'applique que pour autant que l'on se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, et typiquement, une mesure qui viendrait entraver la liberté de circulation d'un travailleur relève ipso facto du champ d'application du droit de l'Union, et dès lors, elle doit respecter les droits fondamentaux de ce travail. Donc il a le full package, si vous voulez, ce travail. Jurisprudence d'ailleurs qui ne se dément pas, hein, pour ceux qui suivent la jurisprudence de près, il y a eu le 14 novembre dernier un arrêt intéressant, un arrêt Lounès, qui étend cette jurisprudence au cas d'un travailleur d'un autre État membre qui arrive dans un état d'accueil, en l'occurrence ici le Royaume-Uni, qui se fait naturaliser dans cet état d'accueil, et la Cour dit néanmoins, quand bien même cette personne serait désormais naturalisée, serait désormais de nationalité britannique, il continue, ou elle continue en l'occurrence, de bénéficier, doit continuer de bénéficier de tous les droits attachés à la libre circulation des travailleurs. Donc on ne retombe pas sur les situations purement internes que l'on connaît bien dans la jurisprudence de la Cour. Voilà pour ma première catégorie, la catégorie du consommateur. Voilà qui est un petit peu plus surprenant. Alors pourquoi cette catégorie ? Bien parce que si on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que lorsque un citoyen se rend dans un État membre pour y consommer, il est toujours le bienvenu. Alors évidemment, en tant que tel, la consommation n'est pas une condition explicite du droit de libre résidence. Vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, la directive 2004-38 qui règle ces conditions de libre circulation reconnaît à tout citoyen, indépendamment de l'épaisseur de son portefeuille, le droit de résider dans un État membre pour au moins 3 mois. 3 mois. Mais justement, la portée de ce droit est doublement limitée. Premièrement, durant ce délai de 3 mois, le citoyen européen en question ne jouit pas d'une égalité de traitement dans l'accès aux prestations sociales de l'État d'accueil qui peut interdire, peut priver ce ressortissant européen des prestations qu'il réserve à ses propres ressortissants. A l'inverse, le consommateur qui se rend dans un autre État membre, par le biais non pas de la libre circulation du citoyen, mais par le biais de la libre prestation des services, parce qu'il va assister à un concert de rock, parce qu'il va faire l'objet d'une opération chirurgicale, parce qu'il va visiter un pays, ce consommateur-là, lui, a droit à une égalité de traitement totale sur tout aspect lié parfois de manière extrêmement ténue avec le service qu'il est venu s'offrir. Pour ceux qui connaissent un peu la jurisprudence, Bickel et Franz, Cowan, ce sont des cas dans lesquels
la prestation en question n'a en fait plus aucun lien avec la raison pour laquelle il se trouve sur le territoire. Donc il y a là une distinction très nette, me semble-t-il, et tout à fait intéressante, selon qu'on passe par la libre prestation des services, parce qu'on est venu s'offrir un service, ou que l'on passe par la citoyenneté européenne. Et par ailleurs, le citoyen qui vient recevoir un service, lui, est protégé non seulement par une garantie de non-discrimination, mais plus généralement par le régime juridique de l'entrave, qui veut que toute entrave, même non discriminatoire, toute mesure qui le dissuaderait, qui le découragerait d'aller dépenser son argent dans le pays en question, en tant que tel, serait une atteinte à son droit fondamental à circuler. Donc voilà déjà une première différence. Deuxième différence, ou deuxième limite au droit inconditionnel prévu par la directive, mais la deuxième limite, c'est évidemment que ce droit est limité à 3 mois. Passé 3 mois, le citoyen qui veut rester dans son état d'accueil doit, vous le savez, apporter une double preuve qu'il dispose, première preuve, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'état d'accueil. Et deuxième condition, il doit montrer aussi qu'il dispose d'une assurance maladie complète, là encore, pour la même raison, ne pas devenir une charge déraisonnable pour les finances de l'état d'accueil. Que nous disent ces conditions, fondamentalement, et en particulier la première? C'est qu'un citoyen européen ne sera accepté sur le territoire national d'un autre État membre que pour autant qu'il montre qu'il établit sa capacité future à consommer. Il est capable de consommer, il est capable de subvenir à ses besoins. Et on voit de cette manière s'établir la centralité de l'acte de consommation dans la construction européenne, qui apparaît que le miroir de l'acte de travail, dans une dynamique vertueuse, censée apporter évidemment la prospérité à tous. Consommer relève ainsi d'un comportement civique essentiel au bien-être de la collectivité, et ce d'autant plus que les ressources propres de l'Union, vous le savez, la TVA, les droits de douane, dépendent de ces ressources directement de la quantité de biens et de services achetés et importés sur le territoire européen. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que sur le plan juridique, les dispositions relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à la libre concurrence soient les seules qui, sur un plan procédural, relèvent de l'ordre public. C'est-à-dire des mesures que le juge national peut, voire doit invoquer, même d'office, dans un litige porté devant lui, quand bien même les parties n'auraient pas songé à le faire. Voilà pour ma deuxième catégorie. J'en arrive à la troisième, celle du méritant. C'est que le droit de l'Union européenne, tant dans son volet législatif que dans son volet jurisprudentiel, n'est pas insensible à la situation de ces citoyens qui, s'ils ne jouissent pas du statut suprême de travailleurs, et de ce fait évidemment sont aussi un petit peu aux marges de la catégorie de consommateurs, font néanmoins tout ce qu'ils peuvent pour y accéder. C'est le droit de l'Europe qui se lève tôt. Alors il y a plusieurs cas, évidemment, plusieurs catégories dans cette Europe. Il y a d'abord le cas des étudiants, qui doivent simplement garantir, et non pas prouver, qu'ils disposent des ressources suffisantes. Ils doivent déclarer, ils ne doivent pas apporter la preuve de ces ressources suffisantes. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'étudiant, néanmoins, est censé avoir ces ressources suffisantes, de sorte que s'il se présente à ce qu'on appelle en Belgique un CPAS pour recevoir des prestations sociales, eh bien, on pourra légitimement lui dire non, et plus que ça, on pourra même l'expulser, puisqu'il ne sera plus dans les conditions de la directive 2004. Ça, c'est sans compter, évidemment, la bienveillance de la Cour de justice, dans un fameux arrêt que la plupart d'entre vous connaissent, et que vous avez tous sur le bout de la langue, même s'il est très difficile à prononcer, l'arrêt Grzalzik, du nom de cet étudiant qui, comme son nom ne l'indique pas, est un ressortissant français, et qui va faire ses études en Belgique, à Louvain-la-Neuve, qui, pendant la quasi-totalité de ses études, se paye son séjour, si je puis dire, grâce à des petits boulots, et qui, en dernière année, parce qu'il doit faire un travail de fin d'études, ne peut plus continuer à assurer sa subsistance par le biais de ses petits boulots, et qui, dès lors, demande à bénéficier de prestations sociales. La question arrive devant la Cour de justice. Le respect strict des conditions du droit dérivé devrait conduire à dire « mais non, vous n'y avez pas droit ».
Et la Cour, on le sent dans son arrêt, a une véritable compassion sincère pour ce citoyen méritant, qui a durement gagné le droit à un minimum de solidarité entre États membres. Hein, c'est le terme de la Cour, qui vient du préambule de la directive, un minimum de solidarité pour un citoyen qui a montré qu'il faisait ce qu'il pouvait pour s'en sortir. Ça, c'est le premier cas, le cas des études. Et puis, il y a le cas du citoyen qui a perdu son emploi, mais qui fait tout pour se remettre en selle. Il y a deux cas différents dans la directive, il y en a même trois en réalité. Le premier, c'est celui du citoyen qui a démissionné de son travail, celui qui fait un peu la fine bouche. Alors pour celui-là, la directive dit que seul le suivi d'une formation professionnelle en relation avec l'activité professionnelle antérieure peut justifier le maintien de son droit de séjour. Donc vous ne pouvez rester sur le territoire que pour autant que vous approfondissiez vos connaissances dans le domaine qui était lié à votre emploi antérieur. Donc pas question pour un banquier d'aller se reconvertir en éleveur de chèvres ici à Aix. Impossible, il faut rester dans le même secteur. Si par contre on se retrouve involontairement au chômage, là, on doit soit suivre une formation professionnelle, soit s'être fait enregistrer en tant que demandeur d'emploi. Cela suffit. Et sur ce dernier point, je voudrais attirer votre attention sur un autre arrêt qui a été rendu tout récemment par la Cour, un arrêt du 20 décembre dernier, Florea Gouza, qui concerne un travailleur indépendant. Il s'agit d'un travailleur roumain qui exerce une profession de plâtrier en Irlande comme indépendant et qui, suite à la crise irlandaise, se trouve dans l'impossibilité, enfin, n'a plus de commande, donc un net de commande est vide, et se met au chômage. Et la question est de savoir s'il peut bénéficier de ces dispositions de la directive qui semblent a priori réservées aux travailleurs salariés. Et la Cour de justice, moyennant une interprétation pour le moins audacieuse et pas du tout littérale de la directive, va dire mais oui, mais quand même l'esprit de la directive, c'est évidemment que les travailleurs indépendants puissent aussi bénéficier de ce travail, ces travailleurs méritants d'entre tous évidemment, l'auto-entrepreneur. Et la Cour le dit de manière extrêmement intéressante au point 44, vous allez voir la logique vraiment de la méritocratie derrière, c'est tout à fait intéressant. Une telle différence de traitement entre employés et indépendants serait d'autant moins justifiée qu'elle aboutirait à traiter une personne qui a exercé une activité non salariée pendant plus d'un an dans l'État membre d'accueil et qui a contribué au système social et fiscal de cet État membre par le paiement des impôts, taxes et autres charges afférentes à ses revenus. De la même manière, on traitait cette personne-là, qui a travaillé, qui a cotisé, de la même manière qu'une personne à la recherche d'un premier emploi dans cet État, qui n'a jamais exercé d'activité économique dans celui-ci et n'a jamais cotisé à ce système. Donc, la logique est vraiment sévère. Et puis, il y a la catégorie encore des citoyens qui n'ont pas travaillé pendant au moins 12 mois. Hein, ils ont travaillé pendant 6 mois, 9 mois, 10 mois. Ceux-là ne gardent leur droit de séjour que pour 6 mois supplémentaires, et c'est une limite qui s'avère excessivement stricte. Nous apprend l'arrêt Alimanovic, pour ceux qui le connaissent, un arrêt qui pourtant met en scène une citoyenne particulièrement méritante, industrieuse, avec une fille, c'est sa propre fille qui a moins de 18 ans et qui travaille déjà beaucoup pour aider sa mère. Néanmoins, la Cour se montre inflexible et applique de manière rigide la directive.